qui s'exprime au nom du groupe socialiste et apparenté, et pour une durée de 5 minutes, Madame Untermaier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre pays est la terre présumée de la liberté et du respect des droits de l'homme, et la question de l'indépendance de la justice prend une résonance particulière d'exigence. La commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance de celle-ci a conclu ses travaux par 41 propositions. Elles appellent les observations du garde des Sceaux. C'est un très beau travail. Je salue Ugo Bernalicis, président, et Didier Paris. Et mon collègue Paris a raison de rappeler que nous devons être fiers des acteurs de la justice. Que dire, sinon que cette commission d'enquête, au-delà des affaires politico-judiciaires dont les médias sont emparés, dresse le même constat et tend vers les mêmes objectifs que ceux qui sont exprimés depuis une décennie par de nombreux groupes de travail, de commissions, de conférences de consensus et d'ouvrages tous plus argumentés. Citons le rapport dirigé par Claude Barthelone et Michel Vinocq, dans la suite de la mission parlementaire de la précédente législature sur les institutions, qui consacre des pages à une justice qui peine à affirmer son indépendance et qui fait l'objet de fortes attentes et de vives critiques au pénal, mais aussi au civil. Citons aussi la dernière édition de l'excellent ouvrage de procédure pénale de Serge Guinchard et de Jacques Buisson, que j'ai eu l'occasion de consulter. Poser la question de l'indépendance de la justice, c'est d'abord répondre à la question de sa capacité à garantir un égal accès au service public de la justice, dans la confiance et dans la célérité. Or, le problème de la justice est son budget. Cette faiblesse se traduit par un nombre de juges et de procureurs très loin des niveaux européens et des procédures qui répondent d'abord aux soucis de l'économie budgétaire que de l'indépendance de la justice. 6 points sont soumis à votre analyse, monsieur le ministre. D'abord, l'indépendance de la justice exige une réforme constitutionnelle, on le sait tous. Un alignement du statut des magistrats du parquet sur celui des magistrats du siège s'impose. Un projet de loi constitutionnelle vous attend, monsieur le garde des Sceaux. Ne pourriez-vous pas le reprendre et permettre au CSM de se prononcer sur l'ensemble des candidatures des magistrats du siège comme du parquet? C'est la proposition numéro 1. Le parquet se voit confier des prérogatives de plus en plus importantes. Il peut mener des enquêtes avec quasiment les mêmes pouvoirs qu'un juge d'instruction, sans le consentement de l'intéressé, et la seule contrainte parfois du GLD. La loi de 2019, comme celle de 2016, accentue ce mouvement au profit du procureur qui peut étendre ses enquêtes sans être obligé d'ouvrir une information judiciaire. La CEDH refuse le statut de magistrat au procureur. Nous savons l'excellence des procureurs sur le terrain et leur volonté de travailler dans l'impartialité, mais il faut revoir les procédures de nomination et de gestion des carrières et confier tout cela au CNCM. La deuxième proposition, il faut mettre un terme à l'enquête préliminaire qui peut durer des années et traduire un attachement du parquet à conserver l'entièreté du pouvoir alors que l'information judiciaire ouvre le contradictoire. Un juge de l'enquête doit être créé, c'était une proposition de Didier Paris, à même de recueillir les demandes des parties et de décider de la prolongation d'une enquête. Ce sont les recommandations numéros 21, 29 et 31. Les droits de la défense doivent être introduits au cœur de l'enquête préliminaire. Il est de plus en plus difficile d'admettre que le citoyen ne connaisse rien du dossier qu'il accuse, que la décision de mesure d'instruction intrusive pour les besoins de l'enquête, attentatoire à la vie privée d'une des parties et souvent à charge, ne puisse être conditionnée à un débat contradictoire. Réorganiser les rapports du parquet et de l'avocat, lequel doit devenir un acteur fort de la procédure. Quatrième observation, l'indépendance et l'impartialité du magistrat dépendront d'abord de sa force personnelle et de sa détermination à résister aux influences venues de toutes parts. La diffusion d'une culture déontologique au soutien de cette impartialité est bien admise par ces magistrats à travers la réflexion générée par les déclarations d'intérêt. Elles doivent comporter des éléments d'information similaires à ceux demandés aux magistrats administratifs. Ce sont les propositions 9 et 10. Les affaires pendantes du PNF posent la question des remontées d'informations. Cela a été dit, ce sont les propositions 24 et 25. Le taux élevé des plaintes classées sans suite interroge. Il résulte des chiffres clés de la justice publiés en 2020 que 64% des affaires reçues sont classées non poursuivables. La question de l'efficacité et de la protection attendue de la justice dépasse ici la question de son indépendance, mais participe de la défiance. Nous y reviendrons notamment dans le projet de loi sur le séparatisme. En conclusion,
Le pénal dont il a été fortement question lors des auditions ne doit pas nous faire oublier, monsieur le ministre, et je pense que vous partagez notre analyse, que la justice du quotidien, c'est-à-dire justice commerciale, prud'homme, justice des mineurs, justice des pauvres, dont parle si bien Pierre Joxe, doit aussi être interrogée par ses préoccupations d'indépendance et d'impartialité. La responsabilité du juge dont il a été peu question ici, comme l'exigence qui entoure son office, dès lors qu'il est source de droit, sont indissociables de celles de l'indépendance et de l'impartialité qui nous ont préoccupés dans le cadre de cette enquête. Je vous remercie, monsieur le garde des Sceaux, des réponses que vous voudrez bien nous apporter. Merci à vous, Madame Cécile Untermaier. La parole est désormais à Monsieur Dimitri Houbron